Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo qui va nous permettre d'introduire notre nouveau chapitre d'histoire. En effet, après avoir fini la géographie, nous commençons un nouveau thème et un nouveau chapitre d'histoire. Ce thème s'intitule « Société, culture et politique dans la France du XIXe siècle ». Le premier chapitre s'intitule « Les Français et le vote de 1814 à 1870 ». Avant de parler effectivement du vote des Français pendant cette période, je fais cette petite vidéo pour vous expliquer les différents régimes qui se succèdent de 1814 à 1870 en France. Il y en a 3, donc il faut bien les connaître pour comprendre comment les Français votent dans les différents régimes. Pour nous aider à suivre la succession des différents régimes, nous allons utiliser d'abord une frise chronologique pour commencer. Ensuite, je vous montrerai différents documents qui permettent d'illustrer ces différents régimes et leur succession. D'abord, nous commençons avec les différentes monarchies constitutionnelles qui vont se succéder de 1814 à 1848, que vous voyez ici en bleu sur la frise chronologique. Nous avons déjà vu ce qu'était une monarchie constitutionnelle dans le chapitre sur la Révolution française. Je le rappelle quand même, une monarchie constitutionnelle, c'est un régime politique dans lequel le roi conserve le pouvoir exécutif, mais son pouvoir est limité par une constitution, donc notamment le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Après la chute de Napoléon Ier, il y a 2 types de monarchies constitutionnelles qui se succèdent. D'abord, la période qu'on a appelée la Restauration, que vous voyez ici, de 1814 à 1830, où 2 rois différents se succèdent. On l'a appelée la Restauration puisque le pouvoir monarchique est restauré alors qu'il avait disparu depuis la mort de Louis XVI en France. Donc, pendant la Restauration, il y a 2 rois qui se succèdent. D'abord Louis XVIII et puis ensuite Charles X. Louis XVIII, c'est le frère de Louis XVI et il va régner en France de 1814 à 1824. Donc, c'est le roi de France. Il est attaché aux principes et de la Révolution française et de l'Empire. Donc, il va faire rédiger une charte constitutionnelle qui peut se rapprocher d'une constitution et qui va donc limiter ses pouvoirs. Il va conserver des acquis de la Révolution française comme l'égalité devant la loi ou la liberté de culte, mais aussi de l'Empire, comme le Code civil. Pour Charles X, qui est ici, il règne de 1824 à 1830. C'est aussi le frère de Louis XVI et donc aussi de Louis XVIII. Lui, il est beaucoup plus hostile aux acquis de la Révolution française et il va mettre en place un régime très autoritaire. Il va limiter les libertés, notamment la liberté de la presse, ce qui va amener à son renversement par une révolution qu'on a appelée la Révolution de 1830 ou les 3 Glorieuses, puisque cette révolution a duré 3 jours. Elle se concentre majoritairement à Paris. Je vous montre ici un tableau d'Eugène Delacroix qui représente la révolution de 1830. Ce tableau s'appelle « La liberté guidant le peuple ». C'est un tableau qui est très connu et qui est aujourd'hui au Louvre. Dans ce tableau, on voit ici un enfant qui est représenté. À Paris, à l'époque, il y avait beaucoup d'enfants des rues qui ont participé aux différentes révolutions. Et cet enfant, qui est représenté sur le tableau, aurait inspiré Victor Hugo, l'auteur français très connu, pour son personnage de Gavroche dans Les Misérables.
Gavroche, c'est un enfant des rues qui vit dans les rues de Paris et qui a participé dans le roman aux révolutions, enfin à la révolution en tout cas de 1830. Et il va mourir d'ailleurs sur une barricade. Une barricade, c'est un amoncellement d'objets trouvés, comme du bois, des meubles, par les révolutionnaires pour se protéger dans les combats de... Les romans de Victor Hugo sont largement inspirés des événements historiques de son temps. Cette révolution de 1830 va faire tomber le régime de Charles X. Beaucoup des personnes qui avaient participé à cette révolution étaient des républicains et auraient voulu mettre en place une république. Ils ne vont pas y parvenir et c'est une nouvelle monarchie constitutionnelle qui va être mise en place avec le roi Louis-Philippe, ici, qui va régner de 1830 à 1848. Louis-Philippe, c'est un roi qui va élargir le suffrage, c'est-à-dire le vote, mais c'est un suffrage censitaire, c'est-à-dire que seulement une partie des hommes peuvent voter s'ils payent un impôt d'un montant particulier. Donc, on verra ça dans la suite du cours. Il va lui aussi être renversé par une révolution de type républicaine qui a lieu en 1848, en février 1848. C'est pour ça qu'on l'a appelée parfois la révolution de février. C'est surtout une révolution populaire parce qu'à ce moment-là, à Paris, il y a beaucoup de personnes qui sont pauvres. Il y a des difficultés aussi dans les campagnes puisque la récolte a été mauvaise cette année-là. Et un certain nombre de républicains avaient déjà organisé des banquets où ils préparaient finalement la mise en place d'une république. En 1847, un de ces banquets a été interdit par Louis-Philippe. Donc ça a provoqué la colère des républicains. Finalement, la colère du peuple et des républicains va engendrer la révolution de 1848. Vous voyez ici un tableau d'Horace Vernet qui a représenté cette révolution parisienne. Il y a aussi eu la mise en place de barricades dans les rues de Paris, comme vous le voyez ici. Ici, vous voyez des révolutionnaires qui se protègent des combats de rue. Finalement, après la révolution de 1848, est mise en place la Seconde République, donc en 1848. Vous vous souvenez que nous avons vu la mise en place de la Première République en 1792, après l'exécution de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Cette Seconde République va reprendre des acquis de la Première, notamment l'abolition de l'esclavage, la mise en place de la liberté de la presse et surtout la mise en place du suffrage universel masculin. Les femmes seront toujours exclues du vote. Et ce sont tous les hommes français de plus de 21 ans qui pourront voter désormais. Pendant donc cette Seconde République a lieu la première élection présidentielle française en 1848 et à l'issue de ce vote, c'est Louis-Napoléon Bonaparte que vous voyez ici qui est élu président de la France. Donc c'est le premier président français de l'histoire de France. Le nom de Louis-Napoléon Bonaparte vous évoque bien sûr Napoléon Ier. C'est normal, c'est son neveu. Louis-Napoléon Bonaparte a été très largement élu parce qu'il a bénéficié de la renommée de son nom, mais aussi d'une campagne électorale très efficace. Son adversaire était par exemple Lamartine, qui est un auteur français très connu. La Deuxième République ne va durer que de 1848 à 1852, puisque Louis-Napoléon Bonaparte va faire un coup d'État en 1851 et il va se proclamer empereur
tout comme son oncle. Et après avoir été nommé empereur, il se fait appeler désormais Napoléon III. Il exerce son pouvoir de manière très autoritaire. Il va limiter la liberté d'expression, notamment contre ceux qui réprouvent, qui critiquent son régime. Et il va forcer à l'exil un certain nombre de ses opposants. Par exemple, Victor Hugo va s'exiler. Il était farouchement opposé à l'Empire depuis le début. Pour autant, pendant l'Empire, le suffrage universel masculin n'est pas remis en cause. Cependant, il est fortement limité par Napoléon III, notamment parce qu'il choisit lui-même les candidats qu'il voudrait voir élus, ce qui restreint bien sûr la liberté de choix des électeurs. Napoléon III va aussi beaucoup utiliser ce qu'on appelle les plébiscites. Le plébiscite, c'est une consultation des électeurs, donc à cette époque des hommes de plus de 21 ans, sur une question et les électeurs doivent répondre par oui ou par non. Il a d'ailleurs organisé un plébiscite pour que les électeurs approuvent ou non son coup d'État et la majeure partie des électeurs de cette époque ont approuvé ce coup d'État. Enfin, Napoléon III a été un empereur qui a beaucoup modernisé la ville de Paris, notamment en créant un nouveau plan d'urbanisation. Nous verrons ça dans la suite du chapitre. Voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura éclairé. Je vous propose une petite activité sur cette vidéo dans le cahier de texte d'aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, vous et vos familles, et j'espère vous revoir très vite. Je vous souhaite à tous une bonne journée.